Bonjour, dans l'épisode 2 de la série sur l'apprentissage de la conduite et les troubles neurodéveloppementaux, nous allons aborder ici les bases psychomotrices dans l'apprentissage de la conduite. Avant de discuter à proprement dit des troubles neurodéveloppementaux, il me semble déjà nécessaire de comprendre les sous-bassements de la performance motrice que nous demandons à nos élèves chaque jour dans la voiture. Pour cela, nous allons voir ensemble qu'apprendre à conduire fait appel à des compétences autres que cognitives, les fondements sont psychomoteurs. Puis, je détaillerai les différentes fonctions psychomotrices et les fonctions cognitives qui sont sollicitées lors de cet apprentissage de la conduite. Apprendre à conduire est en premier lieu un apprentissage psychomoteur. L'apprentissage d'une compétence motrice ne fait pas appel uniquement à des fonctions cognitives. On peut aborder dans l'épisode 1 la place qui était trop large des théories cognitives dans l'apprentissage moteur. Depuis 20 ou 30 ans, en psychologie, les théories cognitives de l'apprentissage ont été utilisées pour essayer de comprendre l'apprentissage moteur. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. En parallèle de cette théorie de l'apprentissage, dans la formation des psychologues, un savoir neurophysiologique sur le corps a été délaissé. Pour la petite histoire, les fondements de la psychomotricité, profession plus récente, se sont construits sur ce savoir que possédaient les psychologues il y a 50 ou 60 ans. La formation des enseignants de la conduite, les fonctions psychomotrices de base ne sont pas forcément enseignées. Pour autant, ces compétences psychomotrices sont sollicitées dans chaque compétence tout au long de la formation des élèves. Voici les fonctions neuropsychomotrices plus en détail. En premier lieu, le tonus musculaire. C'est entre guillemets la base de la base, sous influence à la fois des émotions et de notre système nerveux central et périphérique. Sans lui, pas de posture correcte ni de qualité gestuelle. Il est aussi le support sur lequel va se développer chez l'enfant les fonctions psychomotrices suivantes. La latéralité. Au niveau cérébral, c'est un développement d'une organisation, d'une dominance hémisphérique. La mise en place de cette dominance hémisphérique repose sur le tonus musculaire, c'est-à-dire sur le tonus de soutien du corps, donc l'axe du corps qui se construit et à partir de cet axe du corps va s'organiser le côté droit et le côté gauche et permettre cette mise en place progressive de cette dominance au niveau hémisphérique. En lien donc avec la latéralité va se mettre en place l'intégration de l'orientation spatiale du corps. Ce sont toutes les connaissances droite-gauche sur soi, sur autrui, sur les objets ou sur même un plan par exemple. Je ne pense pas qu'il soit possible de passer une journée dans une voiture d'auto-école sans avoir au minimum un ou deux élèves où justement cette intégration de l'orientation spatiale corporelle est compliquée avec des erreurs de droite, gauche, des erreurs de repérage dans l'espace. De votre côté, en tant que moniteur, vous observez le dernier maillon de la chaîne. Mais avant ces problèmes de « Ah, je dois aller à droite, bon, je ne sais pas où est ma droite, j'hésite avec ma gauche », grand classique. Il y a de grandes chances que votre élève ait des fragilités dans les compétences dont nous venons de parler. Concernant la motricité globale, il y a des bases de coordination et de dissociation motrice, notamment entre les membres supérieurs et inférieurs, entre le côté droit et le côté gauche, qui s'appuient à nouveau sur le tonus musculaire et sur d'autres fonctions cérébrales. Les équilibres statiques et dynamiques, même chose, s'appuient également sur le tonus musculaire et d'autres fonctions cérébrales. Les bases des fonctions cérébrales ne sont pas des fonctions forcément cognitives. Ça peut être les centres de l'équilibre, que ce soit au niveau de l'oreille interne, du cervelet, mais ça pourrait être aussi ce qui permet les fonctions interhémisphériques au niveau des échanges entre les hémisphères droit et l'hémisphère gauche. La motricité fine, elle, repose à nouveau sur la qualité de notre tonus musculaire. Il y a à la fois un aspect neurologique, de la commande motrice en elle-même, et un aspect praxique. On qualifie les praxies d'un apprentissage. On va planifier de la motricité, c'est-à-dire orienter notre motricité vers un but et organiser cette motricité dans le temps et dans l'espace. Nous reviendrons plus en détail sur les praxies lors de l'épisode 3 sur la dyspraxie de développement. Les compétences rythmiques de vos élèves sont aussi une base hyper importante dans l'apprentissage de la conduite. Il faut être là au bon moment et au bon endroit. Pour cela, il faut pouvoir avoir un bon timing moteur et adapter son timing à la circulation. Ça veut dire anticiper. Anticiper une certaine rythmicité, et s'y adapter. À cheval sur une compétence cognitive et psychomotrice, l'inhibition motrice, elle, va être nécessaire aussi pour pouvoir inhiber ses gestes au bon moment. Éviter les répétitions et les persévérations. Les fonctions dont nous venons de parler ne sont pas des fonctions cognitives, mais elles sont à la base de tout l'apprentissage dans la voiture. Venons de voir les fonctions neuropsychomotrices nécessaires dans l'apprentissage de la conduite, et pourtant il y a également des fonctions cognitives qui vont être sollicitées chez votre élève. Les chefs d'orchestre du cerveau dans l'apprentissage sont principalement l'attention et les fonctions exécutives.
L'attention, il y a différentes compétences. Ça peut être une attention auditive, une attention visuelle, une attention partagée entre l'auditif et le visuel, attention sélective. L'attention, comme les fonctions exécutives, rayonne dans tous nos apprentissages, que ce soit lorsqu'on est en train de faire des mathématiques ou du français ou apprendre à conduire. Dans l'apprentissage de la conduite, l'attention de vos élèves est hyper stimulée jusqu'à ce qu'ils arrivent à pouvoir automatiser certains gestes qu'ils sont en train de réaliser dans la voiture. Chez l'élève dyspraxique, l'attention est tout le temps stimulée. N'arrivant pas forcément à automatiser correctement leur apprentissage gestuel, il faut imaginer que leur capacité attentionnelle, c'est comme la batterie de votre téléphone. Si vous laissez des applications sans arrêt ouvertes, en l'espace de 2 heures, elle est épuisée. Et ensuite, pour l'élève, c'est compliqué de pouvoir récupérer cette attention. Les fonctions exécutives peuvent se résumer principalement par de la planification au niveau cognitif. Planifier les différentes séquences de notre apprentissage. Pour autant, la planification et la programmation motrice dans les praxis est différente de cette planification cognitive. Ce ne sont pas les mêmes réseaux neurofonctionnels qui sont sollicités. Malheureusement, ils sont souvent confondus dans la littérature scientifique et donc dans les formations dont nous pouvons bénéficier. La mémoire est une autre fonction cognitive très stimulée dans l'apprentissage de la conduite, que ce soit à court terme, à moyen ou long terme. Il me semblait important dans cet épisode 2 de revenir sur ces fondements à la fois psychomoteurs et cognitifs dans l'apprentissage de la conduite. Prochain épisode, nous parlerons plus spécifiquement parmi les troubles neurodéveloppementaux de la dyspraxie de développement, appelée également trouble développemental de la coordination.